Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Ce soir, sommet de la dernière chance, c'est comme ça qu'on l'appelle, une fois de plus, ce sommet européen, avec une relation peut-être un peu différente quand même entre François Hollande et Angela Merkel qu'entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, non ? Il y a un comique de répétition quand même. Ça doit être le 20e sommet de la dernière chance. 19e, pardon, excusez-moi. 19e sommet de la dernière chance pour sauver l'euro. Il y en a un par mois, donc celui-là n'apportera rien de plus que les autres. Et il apportera un peu plus de rigueur, un peu plus d'austérité. Et je crois que les rapports qui existent entre Mme Merkel et M. Hollande, tout ça participe du cinéma européen, parce que la réalité, c'est que l'Allemagne impose sa volonté et que, comme depuis déjà un certain nombre d'années, la France, en réalité, s'y soumet. Elle fait mine de résister, mais elle finit par se soumettre, et notamment à ces cures d'austérité à répétition qui vont frapper notre pays au moins aussi durement qu'elles ont frappé l'Espagne, le Portugal, l'Irlande avant nous, et surtout mettre en place ce mécanisme de stabilité européen, dont je vous signale quand même que c'est un engagement virtuel de 143 milliards pour la France en 2012. Nous allons les trouver où ? Vous ne croyez en aucune façon à la prévision, au pacte de croissance qui a été négocié, discuté entre Angela Merkel, Mario Monti, Mariano Rajoy et François Hollande à Rome il y a quelques jours, qui prévoit de débloquer 120 à 130 milliards d'euros pour les investissements d'avenir. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit en regardant dans le détail que c'est pas 120 ou 130 milliards, ça va être 40 milliards sur plusieurs années, c'est-à-dire c'est dérisoire. Voilà, c'est une goutte d'eau. Tout ça, c'est pour essayer de faire passer la pilule amère aux différents peuples et pour leur faire croire qu'il suffira de marquer croissance dans un traité et de débloquer quelques milliards pour que les choses se règlent. Les choses ne se régleront pas. Elles vont continuer. Permettez-moi, Madame Elkrief, on n'est jamais mieux servi par soi-même, mais comme je l'ai annoncé depuis déjà de nombreux mois, elles vont continuer à se dégrader, la spirale va prendre de la vitesse et elle va embarquer avec elle nos économies, notre prospérité et peut-être nos chances de nous redresser. Enfin, ça fait un moment que vous l'annoncez et vous aurez remarqué que malgré tout, aujourd'hui, la France tient le choc. Non, madame, j'ai annoncé très clairement un effet de domino. J'ai même donné, je crois, les pays dans l'ordre. Vous voyez, j'aimerais bien donner le tiercé de temps en temps, mais celui-là, je l'ai donné. Donc vous pensez que la France, c'est pour bientôt. Le tiercé des pays qui allaient tomber les uns après les autres. Donc, et pour l'instant, nous y sommes. Il y a l'Espagne, il y aura demain l'Italie, et la France, très probablement, si Chypre ne s'insère pas au milieu, sera évidemment le prochain pays. Parce que c'est inéluctable. Parce que, encore une fois, les remèdes ultralibéraux qui sont imposés par nos dirigeants européens entraîne l'effondrement de notre économie. Or, moi je remarque une chose, Madame Elkrief. Dans la déclaration du G20, M. Hollande a fait une déclaration qu'il a signée de sa main. M. Montebourg, d'ailleurs, aurait dû ce jour-là démissionner s'il avait eu un minimum d'éthique et de conviction, dans lequel il a indiqué que dans ses 4 priorités, l'une d'elles était la lutte contre toute forme de protectionnisme. Eh bien, tant que l'on sera dans cette vision ultralibérale, tant que l'on sera dans cette vision du libre-échange, nous continuerons à nous enfoncer dans la détresse et notre peuple continuera à s'enfoncer dans la détresse. Donc vous dites aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens qui sont en très grande difficulté ce soir et pour lesquels François Hollande a demandé d'emblée à Bruxelles cet après-midi des mesures d'aide immédiates, vous leur dites quoi ? Vous leur dites non, il faut sortir, madame, ça ne sert à rien. Madame, je leur dis l'euro n'est pas viable. Par conséquent, mieux vaut que nous organisions ensemble de manière préparée, concerter le retour à nos monnaies nationales plutôt que de subir brutalement ce retour aux monnaies nationales. Et je leur dis surtout qu'en réalité, on leur vend un marché de dupes, puisque en contrepartie d'une aide qu'ils ne voient d'ailleurs jamais, parce que les peuples ne voient jamais cette aide, ce sont les banques qui les touchent, eh bien, on leur impose des cures d'austérité qui contribuent en réalité à contracter leur économie. On l'a vu, on a vu la Grèce, on a vu comment ça s'est passé. Regardez, on a vu le Portugal, on a vu l'Espagne. Est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande et son gouvernement mettent la France en cure d'austérité a priori? Il y a un certain nombre de créations d'emplois dans certains domaines, dans l'enseignement, dans la police, dans la justice qui sont prévues. On essaye de ménager un certain nombre de situations. Il y a une prime de rentrée scolaire, il y a une petite augmentation du SMIC. Donc on n'est pas dans l'austérité en France aujourd'hui. Si, on va y être. Et brutalement encore. Et les Français vont se rendre compte d'ailleurs de ce que ça veut dire, l'austérité. Parce qu'en réalité, elle a été repoussée après les élections législatives, ce que nous avions évidemment aussi annoncé. Mais dites-moi, quelle est la différence entre la droite et la gauche ?
Parce que, somme toute, on se serait endormi là pendant 3 ou 4 mois, on se réveillerait, quelle différence y aurait-il? Il n'y en a pas. Que ce soit dans l'organisation de l'État, dans la décentralisation, au passage, je vous rappelle que les socialistes ne pensent pas une demi-seconde à baisser le nombre des fonctionnaires territoriaux. Ah ben non, on touche pas. On touche pas aux fonctionnaires des barons socialistes. Hein, ce soir, on apprend donc que les effectifs publics doivent baisser de 2,5% par an entre 2013 et 2015 et que les ministères devront réduire leurs dépenses de fonctionnement de 7% en 2013 par rapport au budget de 2012. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures la santé, par exemple, qui touchent les économies de l'État. Oui, les économies de l'État. Donc, par conséquent, il va y avoir encore moins de services rendus à ceux qui payent de plus en plus d'impôts. Parce que c'est ça la réalité. Et comme on ne veut pas faire d'économies sur l'immigration, comme on ne veut pas faire d'économies sur la contribution qu'on verse à l'Union européenne, mais tout ça me fait dire... C'est ça vos solutions. C'est-à-dire que pour résoudre, ce serait sur l'immigration... Entre autres. Et sur la contribution à l'Europe. C'est comme ça qu'on peut retrouver une marge de manœuvre. Et sur la fraude. Mais surtout, il faut mettre en place les conditions pour recréer l'emploi. Recréer l'emploi. Par le protectionnisme. Exactement. Entre autres par le protectionnisme. Mais permettez-moi, décentralisation, laïcité... Concrètement, par exemple, sur le protectionnisme... Union européenne... On a l'usine on a PSA, on a Peugeot Citroën qui aujourd'hui annonce des nouvelles mesures et sans doute ou de réduction d'effectifs ou de fermeture d'usines. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, là, comment vous résolvez ce problème? Je leur dis que depuis des années, on a poussé et même incité les entreprises automobiles à délocaliser et à les fabriquer dans des pays à très bas coût. Vous leur dites ça, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je mets des droits de douane aux frontières. Vous savez ce qu'a fait le Brésil? Le Brésil a dit une chose très claire aux entreprises automobiles. Ils ont dit, écoutez, vous pouvez venir fabriquer vos voitures au Brésil. Il faut que vous fabriquiez 2/3 des voitures que vous allez vendre au Brésil, avec des Brésiliens. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, vous paierez 35% de droits de douane. Eh bien, croyez-moi, les entreprises viennent au Brésil et font fabriquer au Brésil par des Brésiliens. Parce qu'il y a un marché très prometteur, alors qu'en France et en Europe, il est plus difficile. Non mais pardon, excusez-moi, il y a des gens qui achètent des voitures. Bon, sauf qu'aujourd'hui, elles sont fabriquées par et elles font vivre des travailleurs étrangers. Très bien, tant mieux pour eux. Mais moi, je suis pas là pour travailler à la prospérité des travailleurs étrangers. Je suis là pour travailler à la prospérité des travailleurs français. Voyez-vous, bon, ça me différencie des autres, c'est vrai. Mais moi, je regarde sur les transferts de souveraineté, sur l'austérité, sur l'immigration. Regardez, Monsieur Valls. Il aurait pu être ministre de Nicolas Sarkozy, ça n'aurait rien changé. Donc attendez, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche. Manuel Valls, lorsqu'il dit qu'il ne fera pas plus ni moins de régularisation d'immigrés, mais qu'il en même temps, il va faire une circulaire sur la rétention, par exemple, des familles, qui sera hostile à la rétention des enfants, par exemple. Mais madame, il ne va peut pas augmenter faire le nombre de naturalisations. C'est dans son projet. Mais pour vous, son discours est exactement le même. Vous dites la même chose que Jean-Luc Mélenchon qui dit que Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. Je me moque des mots. On a été assez payé de mots. Ce que je vois, ce sont les actes. Or, 30 000 régularisations de clandestins par an, c'est ce que faisait le gouvernement de Sarkozy. 200 000 entrées par an, c'est ce que fera le gouvernement socialiste, c'est ce que faisait le gouvernement de Nicolas Sarkozy. 100 000 naturalisations par an, à mon avis, il n'ira d'ailleurs pas plus loin que cela. Voilà, ils font exactement... Vous pourriez applaudir en disant, il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas... Mais vous trouvez que ces chiffres-là, c'est pas du laxisme? En tout cas, il n'y a pas de relâchement par rapport au passé, non? Madame, faire entrer 1 million de nouvelles personnes tous les 5 ans par quinquennat, moi je veux bien, c'est pas du laxisme ça, mais ils travaillent où ces gens-là? Parce qu'il n'y a pas de travail en France, voyez-vous. Et où est-ce qu'ils sont logés? Qui les soigne? Qui éduque leurs enfants? Qui paye pour des gens qui ne peuvent pas trouver d'emploi? Parce qu'il y a 5 millions de chômeurs. Donc lorsque Manuel Valls dit l'économie, la situation économique française et sociale française ne permet pas plus d'immigration, dans le fond, vous devriez dire, mais il a raison, c'est logique. Madame, la situation économique et sociale française exige l'arrêt de l'immigration. Voilà, l'arrêt de l'immigration. Parce qu'encore une fois, tant qu'on ne m'expliquera pas comment, en un quinquennat, on loge 1 million de personnes nouvelles, on soigne 1 million de personnes nouvelles, on éduque les enfants, parce que les enfants qui viennent aussi, et qui ne sont pas calculés d'ailleurs dans les chiffres, j'aimerais bien qu'on m'explique tout ça. Tant que M. Valls ne m'expliquera pas ça, je remarque que la politique d'immigration, droite, gauche, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est une manière pour vous, du coup, d'essayer de continuer évidemment à exister. Vous critiquez Nicolas Sarkozy et l'UMP. J'ai pas de problème pour exister. Aujourd'hui, vous continuerez à exister évidemment en critiquant la gauche et en disant que c'est la même chose. Mais on a vu aux législatives, vous avez obtenu 13,5%. Et les 2 députés
qui l'ont emporté, qui sont entrés à l'Assemblée nationale, ont gagné par triangulaire, pas vraiment sur une étiquette Front National, pas sur leur personne, je dirais, mais grâce à des triangulaires. Et combien d'autres candidats ont été élus grâce à des triangulaires, madame? Dans d'autres, bien sûr, mais en tout cas, les seuls Front National par triangulaire. C'est la règle du jeu, et pour cause, puisque l'UMP persiste à voter pour la gauche, pour faire barrage aux candidats Front National. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, permettez-moi, dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Après l'avoir redécoupé, ils ont appelé à voter socialiste. Bon, très bien, j'en prends acte, mais ça durera pas éternellement, parce que nous avons fait dans des duels 49,9, 48, 47, 46. Et par conséquent, le moment où ces gens-là basculeront dans les 50%, il est très proche. Et je continue à être scandalisé du fait que non seulement à la proportionnelle, nous aurions eu 85 députés quand même. Hein. Bon, proportionnelle, qui est quasiment le mode de scrutin de tous les pays européens, sauf la France. Elle est prévue par le gouvernement de gauche. Apparemment, oui, vous pourriez applaudir. Oui, elle était aussi prévue par Nicolas Sarkozy. J'applaudirai le jour où ça se fera, si vous me permettez, parce que je ne crois plus tellement aux promesses qui sont faites. Mais quand j'entends le ministre chargé des relations avec le Parlement dire que malgré que nous ayons des députés, nous ne serons pas, nos 6,5 millions d'électeurs de la présidentielle ne seront pas entendus au travers de leurs candidates et de leurs représentantes lorsqu'il y aura des grands débats nationaux. Lorsque j'entends M. Bartolone... Ils n'ont pas de groupe. Non, mais quand j'entends M. Bartolone expliquer... Mais 6,5 millions, madame. C'est-à-dire que en réalité, vous considérez qu'il est normal d'agir de manière injuste pour laver une injustice. Mais non, ça fait une double injustice, ça. Ça rend pas les choses justes. Quand M. Bartolone dit que les députés du Rassemblement Bleu Marine sont des députés avec un statut à part, c'est ça les Républicains? C'est eux qui nous donnent des leçons de démocratie et de républicanisme. Qu'est-ce que vous dites à Jean-Marie Le Pen qui dit que Gilbert Collard est un roublard, quelqu'un vis-à-vis duquel on ne se sent pas obligé d'être indulgent, on peut avoir de la considération pour lui et pas de la sympathie. C'est pourtant... Roublard, moi je trouve que c'est plutôt une qualité. Et dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen qui parle français, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent français et qui connaissent en réalité la réalité du sens des mots. À ce point, il y a si peu de gens qui parlent français. Écoutez, sinon, vous voyez, il n'y aurait pas eu de dépêche AFP laissant penser que ce terme était une insulte, parce qu'en réalité, elle n'est pas une insulte. Vous voyez, ce terme n'est pas une insulte. En tout cas, il n'y a pas de sympathie. Il n'y a pas de sympathie. Hein. Il peut avoir de la considération, mais pas de la sympathie. Mais d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas très... Écoutez, on fait de la politique, on n'est pas là pour partir en vacances ensemble. Par conséquent, on peut avoir plus ou moins de sympathie avec les gens avec qui on fait de la politique, mais on se bat pas pour être dans un groupe d'amis, on se bat pour notre pays. Deux questions. François Fillon devra annoncer sa candidature à la présidence de l'UMP. Fillon, Copé, pour vous, quelle est la différence? Mais pourquoi Fillon, Copé? Fillon, Copé, Pécresse, NKM, Wauquiez, Xavier Bertrand, ils sont combien là, candidats déjà? C'est dans la guerre des gangs, là, on en est où exactement? NKM, quand elle dit Nicolas Sarkozy, enfin, c'est Patrick Buisson a voulu faire gagner Charles Maurras, pas vraiment Nicolas Sarkozy. Oui, c'est pas la première stupidité qu'elle dit, mais enfin bon, c'est pas grave, elle réglera ça avec ses amis. Hein. Elle a été porte-parole, il me semble. Je pense que si vraiment elle avait été scandalisée par la stratégie de M. Buisson, elle aurait pu le dire avant. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui a trop d'ambition et qui préférait se taire en espérant qu'elle aurait dans un virtuel gouvernement une place importante. Vous avez déposé un recours à Hénin-Beaumont. Oui. Vous espérez le gagner? Vous avez des éléments solides pour cela? Oui, nous avons des éléments extrêmement solides sur près de 50 000 suffrages exprimés. Il y a eu 118 voix d'écart. Or, nous sommes aperçus que, notamment dans les listes d'émargement, il y avait un nombre très significatif de gens qui avaient signé en votant au premier tour, mais au deuxième tour, ils avaient mis une croix. Vous voyez, en une semaine, ils avaient désappris à écrire. C'est quand même assez problématique. Je crois que ce recours, effectivement, aboutira et qu'il y aura une nouvelle élection législative à Hénin-Beaumont. C'est pas trop dur de voir votre nièce plutôt que vous à l'Assemblée? Absolument pas. Je suis extrêmement fier de l'image qu'elle donne de la jeunesse de France. Elle a un vrai tempérament, de vraies convictions, et je la crois très solide. Et croyez-moi, elle va faire parler d'elle. Merci Marine Le Pen d'être venue sur BFM TV. Restez avec nous dans un